Bonjour Antoine Bonjour Mariotti. Elisabeth. Attaquons donc à ce nouveau développement, le blocus annoncé du détroit d'Ormuz, donc dans un peu moins de 2 heures maintenant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout cela, que ce sera la fin du cessez-le-feu? Qu'en tout cas, il est extrêmement fragile et que oui, il pourrait s'arrêter dans moins de 2 heures désormais, puisque dans un petit peu moins de 2 heures, ce blocus est censé commencer, sauf nouveau coup de théâtre. Et après tout, on est à l'abri de rien. Donc je ne vais pas jouer à Madame Irma et vous faire des prédictions. Donc il faut être extrêmement prudent. Vous l'avez dit, l'Iran dénonce un acte de piraterie, menace surtout de riposter. Ça veut dire concrètement de s'en prendre aussi à des navires américains qui participeraient à ce blocage, mais aussi à des ports de pays alliés, donc de pays du Golfe, qui sont déjà touchés depuis plus d'un mois par cette guerre directement par des frappes iraniennes. Donc voilà, toute la question va être là aussi. Est-ce que les pays du Golfe vont pousser Donald Trump à dire il faut en finir avec cette menace qui pèse sur nous et qui nous touche très concrètement, y compris notre économie, depuis des semaines désormais, et donc allez-y fort une bonne fois pour toutes, ou est-ce qu'au contraire, ils vont dire écoutez, ça suffit, nous on a du mal à tenir et il faut arrêter. Il faut quand même noter qu'ils ont eu beau acheter énormément d'armements très sophistiqués depuis 20 ans, les pays du Golfe, ils restent loin du conflit alors qu'ils sont directement frappés. C'est quand même pas si souvent qu'on voit un pays directement touché par des frappes et qui ne riposte pas du tout. Et puis, il était intéressant de voir dans ce sujet le message envoyé par les Américains de dire que tout navire qui ne vient pas ou qui n'est pas à destination d'un port iranien pourra passer. Ça, c'est sur le papier. Mais n'oublions pas une chose, c'est que les Iraniens, eux aussi, ont montré depuis un peu plus d'un mois qu'ils étaient tout à fait capables, et plus que tout autre d'ailleurs, de bloquer ce détroit d'Ormuz. Ça veut dire bloquer tous ceux qui seraient autorisés à passer par les États-Unis. Alors, est-ce qu'ils seraient directement frappés? Est-ce qu'ils seraient bloqués? La question se pose, mais c'est en tout cas un blocage qui peut avoir lieu dans les deux sens et qui a un impact sur l'économie mondiale, on l'a bien vu, y compris sur les États-Unis. C'est pour ça que ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Keir Starmer, le Premier ministre britannique, par exemple, a dit ce matin ne pas soutenir ce blocus naval américain en disant relancer le trafic maritime mondial est essentiel pour atténuer les pressions sur le coût de la vie, comme quoi c'est bien de cela dont on parle avant même de régler le conflit pour le conflit, mais pour ce que cela peut avoir comme impact direct dans nos quotidiens. Et puis un dernier mot pour dire quand même que le président du Parlement iranien, Ghalibaf, qui est donc le négociateur en chef concrètement des Iraniens, qui a dit profitez bien des prix à la pompe parce que vous risquez de regretter dans pas très longtemps le prix que vous connaissez à l'heure actuelle. Voilà, ça c'était notamment des mots adressés aux Américains, parce qu'ils savent bien que c'est quelque chose de très important pour l'électorat américain qui sera appelé à se prononcer très prochainement. Un mot de cette mission internationale que Paris et Londres veulent lancer pour sécuriser le détroit d'Ormuz. On sent que ça bouge, mais c'est pas non plus pour tout de suite. Non, c'est clairement pas pour tout de suite, même si la conférence, donc la discussion, devrait avoir lieu dans les tout prochains jours. C'est une conférence que Paris et Londres veulent organiser de concert pour pouvoir réunir des pays qui sont prêts à contribuer à cette future mission multinationale pacifique, je cite, qui est destinée à restaurer la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais pour cela, faut-il encore que les Américains et les Iraniens cessent de bloquer ce détroit. Donc, il est bien précisé dans le communiqué d'ailleurs que ce sera une mission qui interviendra dès que la situation le permettra. Autrement dit, on n'est pas prêt à y aller tant qu'il y a la guerre. On n'a pas spécialement envie d'être, nous, la cible de missiles iraniens pour aider des Américains qui se sont mis eux-mêmes dans ce bourbier-là. En revanche, dès qu'il y a un accord, pour être prêt à pouvoir aller aider à pacifier, à déminer aussi, parce qu'il y a des mines qui ont été posées parfois un peu à la hâte, donc sans qu'on sache parfois exactement où elles sont dans le détroit d'Ormuz par les Iraniens, et donc participe à tout ça pour que ce détroit puisse de nouveau être libre de circulation pour tout le monde. Bon, là aussi, ça semble pas pour tout de suite, la fluidité dans le détroit d'Ormuz. On a déjà abordé là ensemble l'éventuelle reprise de frappe. Officiellement, le cessez-le-feu tient toujours. Les négociations, les discussions au Pakistan ont échoué. Ça veut dire quoi? Qu'on arrête tout? Qu'on n'essaye plus? Alors non, la diplomatie, elle continue. Les négociations, j'avais envie de dire direct, elles étaient essentiellement par l'intermédiaire du Pakistan, mais que la diplomatie, en tout cas, continue de s'activer fortement avec des pressions de nombreux pays, la Chine, par exemple, les Européens, en disant il faut vous parler, il faut trouver une solution. Il y a plusieurs pays qui s'activent ensuite de manière très concrète en parlant aux Iraniens et en parlant aux Américains. Les Pakistanais, donc on le sait, les Égyptiens, les Turcs, parmi d'autres, se poursuivent, qu'on continue leurs efforts. Maintenant, personne, très concrètement,
vraiment ne s'attendait à ce que ces négociations entre Américains et Iraniens débouchent sur un succès en 24 heures. Je vous rappelle quand même que sur le nucléaire iranien, ça a mis quasiment 15 ans pour arriver à un accord. Donc là, non pas qu'il faille attendre 15 ans, mais les Iraniens, ils savent aussi jouer de la montre quand les Américains s'attendent à des résultats extrêmement rapides. Et c'est un peu la méthode Trump pour essayer de tordre le bras pour avoir une reddition en face et non pas une vraie négociation. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas avec les Iraniens. Ils ont montré qu'ils étaient prêts à le faire, d'ailleurs à faire sortir du pays certains de leurs plus hauts dirigeants alors qu'ils sont officiellement menacés d'être exécutés, comme ça a pu être le cas par ces dernières semaines pour bien d'autres. Et puis l'Iran qui tente pendant ce temps-là de montrer que finalement ils sont pas tant touchés que ça par cette guerre-là. Ils ont réparé ces derniers jours des lignes ferroviaires par exemple, et ils montrent ça sur la télévision d'État. Vous voyez, on a déjà réparé une grande partie. Ils disent avoir restauré, réparé toutes les routes là à l'instant à la télévision d'État iranienne. Alors, je serais curieux de voir la réalité des choses, évidemment, parce que non pas qu'il y ait des facilités économiques dingues du côté de l'Iran pour pouvoir faire tout ça, mais il est possible qu'à certains endroits clés, en tout cas, ils mettent l'énergie et l'argent qu'il faut pour pouvoir réparer ça, pour pouvoir donner cette image-là de résilience qui compte évidemment dans ces négociations, parce que cette négociation par la force, pour l'instant, elle ne fonctionne pas. Mais je dis bien pour l'instant, et puis on a entendu Donald Trump qui dit s'ils ne reviennent pas à la table des négociations, ça me va aussi. Maintenant, dans quelles conditions? On sait très bien qu'il est capable de mettre fin à un conflit de manière extrêmement abrupte sans avoir réellement eu des avancées. Et donc on verra bien ce que ça donne dans les heures, et dans les jours et peut-être les semaines, voire les mois qui viennent. Merci beaucoup Antoine Mariottio. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler avec vous effectivement.